Je m'appelle Arthur, et aujourd'hui, je vous emmène dans une ville qui ignorait qu'elle vivait ses derniers jours, Pompéi. Automne 79 après Jésus-Christ, 15 000 habitants, des marchés qui débordent, des gladiateurs, des temples, des banquets. Une ville romaine à son apogée, et derrière tout ça, une montagne que personne n'avait encore appelée volcan. Ce matin-là, rien n'annonçait la fin. Le pain cuisait dans les fours, les marchands ouvraient leurs étals, les enfants couraient dans les rues pavées. Nous allons marcher dans ces rues, entrer dans ces bâtiments, voir cette ville telle qu'elle était, quelques heures avant que tout disparaisse. Imaginez que vous entrez dans le Forum de Pompéi. Pas les ruines que vous connaissez, l'original. 143 mètres de long, 38 mètres de large, entièrement piétonnier. Aucune charrette, aucun char. Un îlot de silence et d'ordre au milieu d'une ville bruyante et chaotique. Le sol sous vos pieds, du travertin blanc poli. De chaque côté, des colonnades à 2 étages. Colonnes doriques en bas, ioniques en haut. Et entre elles, des statues de bronze d'empereurs et de dignitaires qui regardent la foule de haut. Ce n'était pas seulement un marché, c'était l'endroit où Pompéi prenait ses décisions, où la justice était rendue, où les dieux étaient honorés, où la politique se jouait à voix haute. Mais en 79 après Jésus-Christ, le Forum de Pompéi était aussi un chantier. Le tremblement de terre de 62 avait tout abîmé. 17 ans plus tard, les réparations n'étaient pas finies. Des statues manquaient, des colonnes remplacées. Des ouvriers travaillaient encore. La ville se reconstruisait, confiante d'avoir le temps. Au fond du forum, vers le nord, le Vésuve, visible depuis n'importe quel point de la place. Familier, rassurant, fertile. Personne ici ne savait que c'était un volcan. Personne n'avait de mots pour ça. La montagne leur avait donné de la terre riche et de la prospérité pendant des générations. Ce matin-là, elle semblait encore inoffensive. Aujourd'hui, le Forum de Pompéi est le site le plus photographié du parc archéologique. Le travertin est toujours là, les bases des colonnes aussi. Et derrière vous, quand vous regardez vers le nord, le Vésuve est toujours là, exactement au même endroit, toujours visible, toujours présent. Montez les marches du temple de Jupiter. 6 colonnes imposantes. Une plateforme surélevée qui domine tout le forum. Construit vers 150 avant Jésus-Christ, il était déjà vieux de 2 siècles en 79 après. Depuis ces marches, le Vésuve était directement dans votre ligne de vue. La montagne et le dieu se regardaient, comme si Jupiter lui-même gardait un œil sur elle. Pour les Pompéens, c'était rassurant. La montagne était sous la protection divine. Rien de mal ne pouvait arriver. Le temple était dédié à la triade capitoline. Jupiter, Junon, Minerve, les 3 dieux protecteurs de Rome. Leur présence ici signifiait que Pompéi n'était plus une ville provinciale. Elle était romaine, officiellement, complètement. Depuis le séisme de 62, le temple avait été gravement endommagé. En 79, il était en cours de restauration. Les ouvriers n'auraient jamais le temps de finir. Ce que personne ne savait, c'est que la dernière grande activité sismique n'était pas un tremblement de terre, c'était le volcan qui se réveillait, qui se préparait, qui accumulait une pression inimaginable sous leurs pieds depuis des décennies. Les dieux que les Pompéens priaient ne pouvaient pas les avertir de ce qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Aujourd'hui, seules les fondations et quelques colonnes subsistent. Mais la vue depuis ces marches est exactement la même qu'en 79. Le forum en contrebas et le Vésuve derrière vous. Toujours là, toujours fumant légèrement, rappelant à chaque visiteur que ça pourrait recommencer. Sur le côté ouest du forum, le temple d'Apollon, plus ancien que Jupiter, plus ancien que la domination romaine, plus ancien que presque tout dans cette ville. 5e siècle avant Jésus-Christ. Pompéi était encore sous influence étrusque quand ce temple a été construit. Ce qui est fascinant avec ce temple, c'est qu'il raconte à lui seul toute l'histoire de Pompéi. Des racines grecques, des fondations étrusques, un ordre romain par-dessus tout ça. 5 siècles d'histoire compressés en un seul espace sacré. Apollon avait survécu aux guerres,
au changement de pouvoir, au tremblement de terre de 62. Il ne survivrait pas à octobre 79. Dans la cour du temple, des statues en bronze. Apollon, Diane, les fidèles qui priaient ici ce matin-là ne savaient pas que c'était la dernière génération à prier dans cet espace. Juste à côté, la basilique, construite vers 120 avant Jésus-Christ. 64 mètres de long, 24 mètres de large. Le palais de justice de Pompéi. Ce n'était pas un édifice religieux, c'était l'endroit où les avocats plaidaient, où les marchands signaient leurs contrats, où les magistrats rendaient leur verdict depuis un tribunal à 2 étages au fond de la salle. Ce jour-là, le 17 octobre 79, les affaires continuaient comme d'habitude dans la basilique. Des contrats signés, des disputes réglées, des verdicts prononcés. La montagne au loin était sur le point de rendre son propre verdict, sans appel. La basilique survit aujourd'hui comme une coquille sans toit, ses colonnes intérieures toujours debout, la plateforme du tribunal toujours visible. On peut encore retracer la disposition de la salle, imaginer le bruit, les disputes, les négociations, les jugements. Et dans moins d'1 heure, dans cette même ville, tout ce bruit allait s'arrêter. Nous venons de marcher dans le cœur politique et religieux de Pompéi. Le Forum, Jupiter, Apollon, la basilique. Dans la prochaine vidéo, nous quittons le Forum, nous entrons dans les rues, nous visitons l'amphithéâtre et nous verrons comment les plus riches de Pompéi vivaient dans leur villa aux frasques mystérieuses. Mais en ce 17 octobre 79 après Jésus-Christ, il était déjà 12h30. Dans 30 minutes, le Vésuve allait exploser. Dites-moi en commentaire, voulez-vous voir l'éruption en détail ou la comparaison complète passé-présent? Abonnez-vous, actionnez la cloche, la suite arrive très vite. 17 octobre, 79 après Jésus-Christ, 10h du matin. Dans 3 heures, tout sera fini. Aujourd'hui, nous quittons le Forum. Nous entrons dans la vraie ville. Celle que les touristes ne voient pas. Celle qui sent la nourriture chaude, le vin renversé et la pierre chauffée par le soleil d'octobre. Sous vos pieds, des pierres polygonales noires. Basalte volcanique. Dur, irrégulier, usé par des siècles de pas. Sur les côtés, des trottoirs surélevés. Au milieu de la chaussée, des pierres de guet, pour traverser sans mettre les pieds dans l'eau de pluie et les déchets. Ces rainures dans la pierre, vous les voyez? Des sillons creusés par les roues des charrettes. Siècle après siècle, milliers de voyages après milliers de voyages. Chaque sillon, une livraison de vin, de grains, de marbre. Tous ces trajets se sont arrêtés le même jour, le 17 octobre 79. Ces rainures sont encore là aujourd'hui, exactement comme elles étaient ce matin-là. Sur votre gauche, un thermopolium, le fast-food de l'Antiquité romaine. Un comptoir en pierre, des jarres en céramique encastrées dans la surface, contenant des ragoûts chauds, des légumes, du vin chaud, des sauces. Les travailleurs s'arrêtent en passant, mangent debout, repartent. 80 thermopolia ont été retrouvés à Pompéi, un sur chaque grande rue. La ville mangeait dehors, rapidement, constamment, exactement comme nous aujourd'hui. 15 000 personnes vivaient ici, entassées, bruyantes, se croisant dans des rues larges de 3 mètres, se connaissant toutes. Des marchands qui crient leur prix, des enfants qui courent entre les jambes, des esclaves qui portent des charges, des nobles qui se font porter en litière. Une ville à son rythme maximal, inconsciente de sa fragilité. Et sur les murs, des graffitis, partout. Des slogans politiques. Votez pour Marcus, il est honnête. Des insultes, certaines qu'on ne répéterait pas aujourd'hui. Des déclarations d'amour, des noms. Des gens qui laissaient leurs traces sur des murs qu'ils pensaient voir demain. Ces mots sont encore lisibles, 2000 ans plus tard. Ce sont les dernières voix de Pompéi. Traversez la ville vers l'est. Suivez le bruit. Vous entendez la foule avant de voir l'arène. Un grondement sourd qui vient de partout. Puis, vous passez sous la voûte de pierre du tunnel d'entrée.
et l'arène s'ouvre devant vous. L'amphithéâtre de Pompéi, construit vers 70 avant Jésus-Christ. Le plus ancien amphithéâtre en pierre conservé du monde romain. Pas le Colisée, ça viendra après. 30 ans après. Celui-ci était là en premier. 15 000 à 20 000 spectateurs. Des foules venues de toute la campagne. Pour des combats qui duraient plusieurs jours. En 59 après Jésus-Christ, une émeute éclate dans ces gradins. Les fans de Pompéi contre les visiteurs de Nuceria. Des morts, des blessés. Rome intervient. L'amphithéâtre est fermé pendant 10 ans. En 79, il venait juste de rouvrir. Les gradins étaient à nouveau pleins. Le spectacle avait repris. Imaginez vous asseoir sur ces sièges en pierre. Un chaud après-midi d'octobre. Le soleil sur votre visage. Le bruit de la foule autour de vous. Des gladiateurs en contrebas. Et là-bas, au-dessus du bord de l'arène, le Vésuve. Silencieux. Apparemment endormi. Dans quelques heures, ce même public allait fuir en courant. Beaucoup n'atteindraient pas la sortie. Aujourd'hui, l'amphithéâtre de Pompéi est presque intact. L'une des arènes romaines les mieux préservées au monde. Vous pouvez gravir ces mêmes marches, vous asseoir sur ces mêmes sièges en pierre, regarder la même arène en contrebas. Et dans votre dos, le Vésuve. Toujours là, toujours au même endroit, fumant légèrement. Sortez des murs de la ville. Prenez la route vers le nord-ouest. Quelques minutes à pied. La Villa des Mystères. Grande, luxueuse, isolée. Conçue pour ceux qui voulaient s'éloigner du bruit, de la foule, de l'odeur des rues. Des cours spacieuses, des mosaïques élaborées, des jardins parfaits. Le privilège rendu visible dans chaque pierre. Entrez à l'intérieur. Les colonnes élégantes encadrent un jardin intérieur. Le sol, une mosaïque complexe. Les murs, peints en rouge profond et noir. Vous vous sentez immédiatement loin de tout. Loin du forum, loin des rues, loin du monde ordinaire. C'était ça, le vrai luxe romain. Pas les bijoux, pas les vêtements. L'espace, le silence, la beauté. Et puis, cette salle. Sur les murs, une séquence de scènes peintes en rouge sang et noir profond. Des femmes, des satyres, des figures divines. Une initiation, probablement au mystère de Dionysos. Une mariée, préparée à travers des rituels secrets. Personne ne comprend complètement ce qui se passe sur ces murs. 2000 ans plus tard, les spécialistes se disputent encore. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit la Villa des Mystères. Pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on ne le saura peut-être jamais complètement. Debout ici, dans ces salles peintes, entouré de rouge et de noir qui n'ont pas passé, vous vous sentiriez intouchable. Mais quand le Vésuve est entré en éruption, les cendres ont recouvert cette villa avec la même indifférence absolue que les maisons les plus pauvres de la ville. La montagne n'a fait aucune distinction. Riche ou pauvre, villa ou taudis, tout a disparu. La même nuit, en quelques heures. Nous venons de traverser les rues de Pompéi. L'arène, la villa, une ville à son apogée, 3 heures avant sa fin. Le 17 octobre 79 après Jésus-Christ, à 13h, le Vésuve explose. D'abord, une détonation. Un grondement sourd qui vient de partout et de nulle part à la fois. Les oiseaux s'envolent, les chiens hurlent, les chevaux se cabrent dans les rues. Puis le ciel change de couleur. Une colonne noire s'élève au-dessus de la montagne. Quelque chose d'impossible, quelque chose que personne n'a jamais vu. Le sommet de la montagne explose. Une colonne de gaz, de cendres et de pierres ponces propulsée à 20 km dans le ciel. Pline le Jeune, qui observe depuis la baie de Naples, écrit que ça ressemble à un pain parasol. La plus grande chose qu'il ait jamais vue. La plus grande chose que quiconque ait jamais vue. Les premières pierres ponces tombent sur la ville. D'abord légères, comme de la grêle molle, blanche, légère, chaude. Certains Pompéiens les ramassent, les regardent, ne comprennent pas encore,
Puis, ça s'intensifie. Les pierres tombent plus vite, plus fort. Les toits commencent à craquer sous le poids. Les rues deviennent impraticables. Ceux qui fuient maintenant survivent. Ceux qui hésitent meurent. La différence entre la vie et la mort, quelques minutes de décision. Au forum, la foule se disperse en courant. Dans les maisons, des familles s'abritent croyant que le pire va passer. Dans la basilique, les avocats abandonnent leur dossier. Dans l'amphithéâtre, les spectateurs se piétinent vers les sorties. L'éruption continue toute la nuit. La colonne de cendres monte encore. Pompéi est déjà sous plusieurs mètres de pierre ponce. Les toits s'effondrent, les rues disparaissent. La ville s'enterre vivante. Puis, au petit matin du 18 octobre, la colonne volcanique s'effondre sur elle-même. Ce qui se produit ensuite, c'est pire que tout ce qui a précédé. Des nuées ardentes, des nuages de gaz surchauffés, de cendres et de roches qui dévalent les pentes du Vésuve. À 400 km/h, à 400 degrés Celsius. Herculanum est frappé en premier, sa population entière incinérée avant d'avoir pu faire un pas. Pompéi, plus au sud, était déjà sous 3 mètres de cendres quand les nuées ardentes arrivent. Pour ceux qui avaient survécu jusqu'ici, abrités dans les maisons, trop blessés pour fuir, convaincus que le pire était passé, la mort arrive à 400 km/h, instantanément, sans douleur, sans avertissement. Pendant 4 jours, l'éruption continue. Quand tout s'arrête, Pompéi n'existe plus, Herculanum non plus, Stabi, Oplonti, toute une région fertile et prospère transformée en désert de cendres. Les survivants reviennent, cherchent leurs maisons, leurs familles, leurs affaires. Certains creusent, récupèrent ce qu'ils peuvent, arrachent le marbre, volent les objets de valeur, puis s'en vont. Avec le temps, le souvenir s'estompe. De nouvelles villes se construisent sur les cendres. Pompéi disparaît, pas seulement sous la terre, de la mémoire humaine aussi. Pour 1700 ans. 1748. Des fouilles systématiques commencent. Et ce que les archéologues découvrent est extraordinaire. Une ville figée. Pas des ruines, une ville. Du pain encore dans les fours, des graffitis sur les murs, des plats de nourriture sur les tables, des outils dans les ateliers, des pièces de monnaie dans les poches. La vie. Figée à 13h le 17 octobre 79. Les cendres avaient durci autour des corps, créant des moules parfaits. En injectant du plâtre dans ces cavités, les archéologues ont recréé les visages, les postures, les derniers moments. Une mère qui protège son enfant, un homme qui couvre son visage, une femme assise, attendant que ça passe. Ces moulages sont parmi les objets les plus bouleversants que l'archéologie ait jamais produits. Ce n'étaient pas des gens de l'histoire ancienne, c'était une mère, un esclave, un enfant. Des gens qui avaient des projets pour le lendemain. Aujourd'hui, Pompéi est l'un des sites archéologiques les plus visités au monde. Le forum est là, les rainures des charrettes dans les rues, là. Les fresques de la Villa des Mystères, là. L'amphithéâtre, presque intact. Le passé semble immédiat ici, pas lointain, pas abstrait, présent. Parce que les cendres qui ont tout détruit ont aussi tout conservé. C'est le paradoxe de Pompéi. La catastrophe qui l'a effacée est la seule raison pour laquelle nous pouvons encore la voir aujourd'hui. La mort comme forme de préservation. La destruction comme capsule temporelle. Pompéi n'est pas une ruine, c'est un arrêt sur image. 3 vidéos, une ville. Une ville qui ignorait qu'elle vivait ces derniers jours. Abonnez-vous à Histoire en images. Chaque semaine, une ville. Chaque ville, une époque. Chaque époque, une vérité qu'on a failli oublier. Dites-moi en commentaire, quelle ville voulez-vous explorer ensuite ? Rome, Constantinople, Babylone, Carthage ? À bientôt.